Nous sommes donc dans notre deuxième chapitre du thème 3 concernant l'État à l'époque moderne. Donc nous avions terminé mercredi tout ce qui concerne la France. On va s'intéresser aujourd'hui à ce qui concerne l'Angleterre. Donc chapitre 6, le modèle britannique et son influence, avec ici en illustration en arrière-plan la Chambre des communes, donc peinture de Peter Tillmans de 1710, qu'on retrouve aujourd'hui dans le Parlement de Westminster à Londres. Et oui, évidemment, on l'avait vu dans l'accroche de notre thème, deux politiques s'opposent entre la France et l'Angleterre, deux modèles politiques s'opposent. Un modèle politique absolu dans le royaume de France et un modèle politique parlementaire en Angleterre. Bien. Diapo numéro 3, vous avez ici les régimes politiques en Europe au milieu du XVIIIe siècle. Ce qui est flagrant et ce qui est marquant dans un premier temps, c'est que au XVIIIe siècle, on a une dominance majeure de la monarchie absolue dans une grande partie des monarchies européennes, que ce soit en France, en Espagne, dans les royaumes de Prusse, d'Autriche, de Hongrie, dans les royaumes du Danemark, en Russie, dans l'Empire ottoman, bref. On a un monarque absolu qui gouverne seul, qui n'a pas de premier ministre. Et à cette époque, donc au début du XVIIIe siècle, je rappelle que le monarque absolu à retenir, c'est Louis XIV. Louis XIV qui est donc le monarque absolu, par absolu, hein, de tous les temps. Et pour autant, ce régime politique, il s'établit très progressivement depuis la fin du Moyen Âge, et au contraire, en Angleterre, ce n'est pas une monarchie absolue qu'on va retrouver, mais c'est une monarchie limitée, puisque le modèle anglais se caractérise par un pouvoir royal beaucoup plus limité, lié notamment à l'instauration d'un parlement, et il est largement influencé par les idées et les expériences politiques du XVIIIe siècle, en opposition au modèle français. Et cette monarchie parlementaire qu'on retrouve en Irlande, en Grande-Bretagne, en Suède, va donner lieu à la fondation d'un nouveau régime politique à la fin du XVIIIe siècle, notamment en 1776, avec la naissance, et on le verra dans notre grand 3, des États-Unis d'Amérique, la naissance d'un régime républicain, constitutionnel, lié notamment donc à cette histoire anglaise du XVIIe siècle, liée à son parlement et à son régime parlementaire. Alors vous pouvez retrouver déjà un système républicain au XVIIIe siècle dans l'Europe. On va pas détailler ces différents régimes. En Suisse, en Province-Unie, ou dans les républiques de Gênes, de Venise, ou dans le duché de Toscane, bon, ce sont des ducs qui ont un régime républicain un peu plus strict, gouverné notamment par un duc ou un stadtholder. On le verra pour Province-Unie, ça va être important de retenir le mot de stadtholder, le monarque en fait, des Provinces-Unies et de la République. Bien. Problématique générale de notre chapitre, dans quelle mesure la révolution anglaise et américaine s'oppose-t-elle profondément à la conception du pouvoir en France? Et pour commencer, on va essayer de s'intéresser à l'annexion et à la politique intérieure du royaume d'Angleterre avant le XVIIe siècle. Bien. Pour bien vous situer dans le temps et pour bien vous situer dans l'espace de tout ce que je vais vous raconter dans les prochaines heures, rappelez-vous que l'Angleterre, au départ, à l'époque du Moyen-Âge, c'est l'Angleterre qu'on retrouve aujourd'hui. Donc le roi d'Angleterre gouverne simplement sur les territoires de l'Angleterre. À partir du XIIIe siècle, le roi d'Angleterre va conquérir les territoires du Pays de Galles,
Donc le roi d'Angleterre et le roi d'Angleterre et le roi du Pays de Galles. Puis, dans les années 1540, et notamment sous le règne d'Henri VIII, le roi d'Angleterre va conquérir progressivement l'Irlande. Ainsi, le roi d'Angleterre va être aussi roi d'Irlande. Donc, il sera roi d'Angleterre, roi du Pays de Galles et roi d'Irlande. Puis, on va avoir un chamboulement radical à partir de 1603, puisque le roi d'Écosse, qui est alors Jacques VI Stuart, roi d'Écosse, va devenir roi d'Angleterre, puisque à l'époque, et je vais aller un peu plus haut, on est ici, donc Henri VIII va conquérir l'Irlande, puis sa fille Élisabeth Ier, que vous avez déjà vu dans le chapitre 4 sur l'anglicanisme ou le calvinisme, Élisabeth Ier en 1603 va mourir, mais va mourir sans descendant direct. Donc, qu'est-ce qui se passe en Angleterre? Eh bien, c'est une autre dynastie qui va prendre, eh bien, là, le trône. On passe donc de la dynastie des Tudors jusqu'à Élisabeth Ier à la dynastie des Stuarts à partir de 1603, puisque Jacques IV d'Écosse, attention, Jacques IV d'Écosse, roi d'Écosse, devient roi d'Angleterre sous le nom de Jacques Ier parce qu'il n'y avait pas de Jacques, donc de James, sur le trône d'Angleterre avant 1603. Donc Jacques VI d'Écosse, pardon, et aussi Jacques Ier d'Angleterre. Et donc on va avoir, à partir du début du XVIIe siècle, un roi d'Angleterre qui va gouverner sur l'Angleterre, sur le Pays de Galles, sur l'Écosse et sur l'Irlande. Et il faudra attendre, et on le reverra en 1707, une union de l'Angleterre et de l'Écosse, puisque, attention, encore un point important à retenir, le royaume d'Écosse et le royaume d'Angleterre, même s'ils ont le même roi, n'ont pas le même parlement. Ils vont avoir le même parlement à partir de 1707 et le fameux l'acte d'union qui va regrouper les deux parlements en un seul. Voilà. Je le dis maintenant, je le redirai d'ici la semaine prochaine, je pense, parce qu'on sera à ce moment-là dans notre chapitre. Mais voilà donc comment se passe l'annexion des différents espaces, différents territoires de la Grande-Bretagne entre le XVe siècle et le XVIIIe. Avec l'ensemble des dynasties, aujourd'hui on va s'intéresser aux dynasties des Tudors et des Stuarts, mais dans tout le chapitre on s'intéressera aux dynasties des Tudors, des Stuarts et des Hanovres, avec donc ces chamboulements entre les Tudors et les Stuarts, puis les Hanovres, et aussi, chose très importante à retenir, la différence et les contestations religieuses, puisque nous avons des protestants, des anglicans, des catholiques et des juifs dans le royaume d'Angleterre, et chacun des rois ne vont pas avoir la même religion. Donc on va avoir des contestations religieuses en fonction des territoires. Par exemple, l'Irlande a une dominante catholique, l'Écosse sont protestants mais ne sont pas anglicans. Les anglicans, c'est au Pays de Galles et en Angleterre. Et les protestants écossais sont calvinistes presbytériens. Bon, je vais pas aller dans les détails parce que je pense que si on était en cours déjà, vous aurais perdu, mais si je vais encore plus dans le détail maintenant, à distance, je vous ai perdu réellement. Alors, comment est le modèle monarchique britannique au XVIIe siècle et comment peut-on le considérer comme étant un contre-modèle à l'absolutisme? C'est ce que nous allons voir dans notre grand 1 avec le petit a, l'échec de l'absolutisme en Grande-Bretagne, puisque oui, on va avoir un test d'une monarchie absolue en Angleterre, mais qui va foirer littéralement, notamment dans cette période de 1642-1649, avec ce qu'on appelle la Grande Rébellion, et qui est considérée par les historiens anglais comme la première révolution anglaise.
Alors, pour commencer, et pour bien comprendre ce système parlementaire anglais, il faut revenir bien plus tôt dans l'histoire anglaise, puisqu'en Angleterre, le système monarchique est marqué par un passage précoce de l'absolutisme au parlementarisme. Donc on a une petite période absolue, puis finalement on revient à un système parlementaire. Ce système parlementaire, il est mis en avant dans l'Angleterre depuis 1215, avec ce qu'on appelle la Magna Carta, ce qu'on appelle la Grande Charte, qui est le point de départ du système représentatif anglais, car cette dernière permet la création du Parlement. Le Parlement anglais, c'est deux chambres, la Chambre des Lords et la Chambre des Communes, qui gouvernent autant que le roi. Ainsi, en 1215, et à partir de cette Magna Carta, Édouard Ier va donc devoir gouverner à l'aide de ce Parlement. Puisque ce Parlement, sous Édouard Ier, n'est pas une simple cour de justice comme vous pouvez le retrouver en France, mais va avoir un rôle politique très important, puisque à l'époque médiévale, ce qui est très important, c'est l'unicité du corps politique derrière ce principe fondamental en Angleterre qui est The King in Parliament, ou alors le roi pardon, en son parlement. C'est-à-dire que le roi ne gouverne jamais sans son parlement. Il ne décide jamais seul. Alors il a le droit de veto, certes, mais le parlement doit donner son avis sur les directives du roi. Ainsi, le roi et le parlement sont un seul et même corps politique, mais ce système politique va perdurer entre 1215 et 1620, mais à partir du XVIe siècle, sous les Tudors, et là je reviens un petit peu en avant, sous les Tudors et notamment avec Henri VIII, qui va essayer d'avoir un régime un peu trop absolu, mais surtout sous les Stuarts, avec ce fameux Jacques VI d'Écosse, ou Jacques Ier d'Angleterre, et surtout son fils Charles Ier d'Angleterre, eh bien, on va avoir un système absolu qui va se mettre en place. Je m'explique. Tout d'abord, Charles Ier, donc qui gouverne entre 1625 et 1649 sur l'Angleterre, va, dans un premier temps, cesser de convoquer les parlementaires à partir jusqu'en 1640 et va appliquer le principe absolutiste de son père, Jacques Ier ou Jacques VI d'Écosse, qui est celle qui est exposée dans un livre, un ouvrage qui s'appelle donc La vraie loi des libres monarchies. Vous n'êtes pas obligé de la retenir, cette loi. Hein. Cette loi qui a été instituée par Charles Ier, et qui était que, je cite, « L'obéissance au roi doit être totale parce qu'il est le lieutenant de Dieu sur terre ». Globalement, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette loi? Elle veut simplement évoquer le fait que les parlementaires n'ont pas leur mot à dire puisque le roi doit gouverner seul, puisqu'il est le descendant de Dieu sur terre. Il est l'élu, finalement. Il est le lieutenant de Dieu sur la terre, donc forcément, il est absolu et il doit gouverner seul. Charles Ier, finalement, reprend les lois et l'affirmation de son père, et Charles Ier donc ne peut longtemps gouverner en roi absolu car il a une politique trop brutale, notamment en matière religieuse, et notamment en matière religieuse contre l'Écosse, ce qui va provoquer une guerre dès 1640, avec une guerre contre l'Écosse. Je le rappelle, si on revient un peu plus sur cette dynastie, Charles Ier est anglican, son père était protestant, converti à l'anglicanisme, puisque en Écosse, ils sont protestants. On va donc avoir une première guerre entre l'Angleterre et l'Écosse au niveau de la religion, concernant donc les protestants presbytériens écossais et les anglicans anglais.
Ce qui va amener des difficultés et des contestations à l'intérieur du royaume et une première guerre civile. C'est que qui dit guerre dit finance, sauf que la politique financière de Charles Ier va être mise à mal avec de nombreux emprunts, et Charles Ier va être accusé de trahison et de tyrannie par le Parlement, puisque le Parlement, dès 1640 et dès le début de cette guerre, ne va plus être convoqué. Donc Charles Ier va gouverner seul, ce qui va amener le Parlement à s'offusquer, et Charles Ier est alors convoqué et est soumis en accusation pour tyrannie, ce qui va amener donc une guerre civile en Angleterre entre les partisans du Parlement et les partisans des royalistes, alors qu'on a aussi une guerre ouverte entre l'Écosse et l'Angleterre. Donc de 1642 à 1645, on va avoir une guerre civile, surtout en Angleterre, qu'on appelle donc cette fameuse Grande Rébellion, cette première révolution. Cette guerre civile est menée entre les Écossais, les Irlandais, mais aussi les partisans du roi Charles Ier et les partisans du Parlement. Alors, ce qu'il faut savoir à cette époque-là, c'est que l'Angleterre est à feu et à sang. On a donc de nombreux civils qui vont mourir durant ces 4 années. Euh, c'est un micamac pas possible. Et afin de mettre fin à la discorde, le Parlement va estimer que la politique menée par le roi est contraire aux lois fondamentales instituées depuis le Moyen Âge en Angleterre. Ainsi, en 1649, eh bien, le Parlement va voter et condamner Charles Ier, puisqu'ils vont réussir à gagner les parlementaires grâce à des victoires face aux armées royalistes, et notamment à cette bataille du 14 juin 1645, cette fameuse bataille de Naseby, ou la bataille de Naseby en français, une victoire décisive par les parlementaires qui va mettre quasiment fin à la guerre civile anglaise, puisque le Parlement va reprendre confiance et va reprendre l'autorité sur Londres, et va alors condamner le roi Charles Ier pour haute trahison, pour tyrannie, et va donc instituer donc son exécution dès 1649. Donc ce que je vous conseille vivement cet après-midi, c'est de regarder cette vidéo concernant le procès et l'exécution du roi Charles Ier, euh, que vous avez aussi ici en gravure et en peinture, qui est extraite d'un film qui est sorti il y a déjà 20 ou 30 ans. Je vous redonnerai le lien de ce film, j'ai oublié le titre, mais c'est un film qui retrace finalement la Grande Rébellion et l'opposition des parlementaires et des royalistes durant cette période euh, de guerre civile. Donc, Charles Ier, à partir de janvier 1649, est accusé pour haute trahison devant le Parlement, et ce dernier va être alors décapité sur place publique, et notamment ici à Whitehall, près du palais de Westminster, le 30 janvier 1649. Et alors la Chambre des Lords, qui était euh, à dominante royaliste, va être dissoute, et, chose très importante à retenir, la royauté va être abolie le 8 février 1649. Donc nous n'avons plus de système euh, royal, on n'a plus de roi à la tête de l'Angleterre à partir de cette date-là, et on va avoir une période de 11 ans qui va se mettre en place, et c'est mon petit 2, qu'on appelle le Commonwealth et le Protectorat, ou en anglais The Protectorate, qui est donc l'instauration d'un régime républicain en Angleterre. Et ça, ce n'était jamais arrivé dans l'histoire anglaise avant ce XVIIe siècle.
Alors, dès le 19 mai 1649, un nouveau régime politique va être instauré en Grande-Bretagne. C'est ce système dit du Commonwealth. Ce régime est considéré comme étant républicain, puisqu'il est exercé par un conseil d'État, on n'a plus un parlement ici, euh, élu par 41 membres, nommé par le Parlement. Donc ce conseil d'État va faire office finalement du roi, hein, ils sont 41, le Parlement existe toujours, et ces parlementaires sont renouvelés chaque année. Ce dernier, c'est-à-dire ce conseil d'État, va être dominé par un homme. Cet homme, c'est Oliver Cromwell, qui est qui n'est pas un civil, mais c'est un militaire de carrière. Il va avoir une importance fondamentale lors de la Grande Rébellion et de la guerre civile et de la première Révolution anglaise, puisqu'il est le commandant des forces des armées parlementaires lors de cette première révolution. Et si on revient un peu en avant, c'est lui qui va être le grand vainqueur en fait de cette victoire à Naseby en juin 1645, et il a l'entière confiance des parlementaires à partir de 1649, et il va donc instaurer donc ce nouveau régime politique qui est marqué pour autant par de nombreuses répressions dues à des soulèvements populaires royalistes, puisque les royalistes ne s'avouent pas vaincus après cette première révolution, et va essayer donc de faire des coups d'État dans les différentes provinces d'Angleterre entre 1649 et 1660, réprimés dans le sang par Cromwell. Alors je vais pas aller trop dans le détail avec l'instauration d'une armée précise. Le Parlement est appelé le Parlement dit croupion puisqu'il est à dominante républicaine. Mais on va avoir donc des soulèvements populaires, notamment en Irlande et en Écosse, mais aussi à une menace extérieure dès 1651, puisque l'Angleterre, à ce moment-là, va être aussi en guerre face au Royaume-Uni. Donc je remets un peu ma carte du diapo 3. Les Provinces-Unies vont s'opposer au Royaume d'Angleterre, notamment en ce qui concerne le commerce extérieur, donc le commerce de la mer du Nord, de la Manche et de l'océan Atlantique. Donc ce contrôle des mers et des océans par l'Angleterre et par l'Écosse, par les Provinces-Unies, va perdurer, et ça va être donc cette fameuse première guerre anglo-hollandaise. On va en retrouver trois durant le XVIIe siècle qui vont opposer donc l'Angleterre et les Provinces-Unies. Retenez bien les Provinces-Unies parce qu'elles vont avoir un rôle fondamental quelques années plus tard. Bref, dès 1653, parce que ils sont menacés toujours par ces royalistes, le régime va se durcir avec l'instauration d'une constitution qu'on appelle l'Instrument of Government, instauré par Cromwell. Cromwell qui va prêter serment de respecter cette nouvelle constitution, et cette constitution va instaurer bien un nouveau statut, puisque Cromwell va devenir le Lord protecteur d'Angleterre, c'est-à-dire qu'il va être le chef du gouvernement anglais, et le pouvoir exécutif est confié au protecteur et à son conseil, hein, alors que le pouvoir judiciaire et législatif est dominé par le Parlement. Or, ce qu'il faut retenir, c'est que même si le Lord protecteur est Cromwell, donc c'est un militaire, les parlementaires et les conseillers sont majoritairement des civils. Donc on n'a pas un coup d'État finalement militaire durant ce régime républicain. Cependant, dès 1658, Oliver Cromwell va mourir, et avec ce décès, on va avoir le renforcement des révoltes royalistes dans l'ensemble du royaume et l'affirmation de contestations religieuses venant notamment des partis politiques catholiques,
puisque durant cette période du protectorate ou du protectorat, eh bien les catholiques sont vivement rejetés. Ils sont soumis à une politique très stricte et les catholiques ne peuvent pas faire partie du conseil par exemple ou du parlement. Par exemple en Irlande, qui sont dominés par les catholiques, on va avoir des persécutions très très violentes des catholiques en Irlande. On va avoir 60 000 civils irlandais qui vont mourir entre 1658 et 1661 à cause donc de euh, cette politique très très stricte. Et en même temps, Richard Cromwell, le fils d'Oliver, va être désigné comme Lord protecteur en Angleterre, mais ce dernier ne va ni avoir les épaules pour gouverner, ni les aptitudes, ni les ambitions et ni les compétences pour diriger le pays. Ce qui va réellement fragiliser ce système républicain, puisque à partir de 1660, eh bien, les royalistes qui contestaient ce régime vont réussir à faire rappeler au trône, eh bien, Charles II. Charles II qui va alors être rappelé sur le trône d'Angleterre dès 1660 et va mettre ainsi fin à cette première période révolutionnaire anglaise et mettre fin à ce premier régime politique républicain en Angleterre, puisque soutenu par les opposants au gouvernement de Cromwell et soutenu par les royalistes, eh bien, on va avoir le retour à une monarchie en Angleterre et le retour à une affirmation du Parlement aussi en Angleterre. Donc nous sommes maintenant ici. Après Charles Ier, nous avons Charles II. Charles II qui, entre 1649 et 1660, va être exilé. Alors il va pas être exilé en Grande-Bretagne, il va être exilé en France et va avoir une dominante anglicane, certes, mais va avoir aussi tendance à se convertir au catholicisme, ce qui va poser certains problèmes par la suite. Et on va le voir dans ce grand B. Donc le retour à une monarchie et à l'affirmation du Parlement dès le règne de Charles II. Bon, j'espère que je ne vais pas toujours trop vite sur cette période. Je suis passé quand même très rapidement sur ces 20 premières années. Ici, on va plutôt s'intéresser donc à la monarchie parlementaire qui va s'affirmer dès le règne de Charles II. Donc pour rappel, concernant donc le système politique anglais depuis la Magna Carta, hein, ce qu'il faut comprendre, c'est que le roi ne gouverne pas seul, puisqu'il nomme des ministres, mais il gouverne aussi en lien avec un parlement, je vous l'ai dit, un parlement qui est scindé en deux parties, une chambre des lords, donc qui sont les grands nobles, la haute noblesse ainsi que les évêques, donc les lords spirituels et les lords temporels, et une chambre des communes, qui sont donc des députés des bourgs et des comtés, donc des députés de province, qui eux sont élus. Ils sont élus par le peuple, et notamment par les propriétaires et les bourgeois des provinces, donc qui sont au suffrage censitaire, c'est-à-dire qu'ils doivent payer un certain nombre d'impôts pour pouvoir élire le Parlement, et donc le Parlement ne à la, vote les lois et les impôts et ont un droit d'opposition face au pouvoir exécutif du roi. Concernant la Chambre des Lords, les lords restent dans la Chambre par hérédité ou alors sont nommés par le roi. Voilà ce qui concerne le système politique anglais qu'il faudra retenir. On verra ensuite
les dissensations à l'intérieur du Parlement à partir de 1649, mais ça c'est mercredi prochain. Alors tout d'abord, on va s'intéresser aux oppositions du roi face à ce qu'on appelle l'habeas corpus de 1679. Cet habeas corpus qui va un peu limiter le pouvoir royal instauré sous Charles Ier et sous Jacques Ier. Alors dans un premier temps, vous pouvez prendre ce diapo numéro 16 et le document diapo numéro 17 et ce document 2, page 196. Ici, vous avez le portrait de Charles II Stuart en costume de sacre. Hein. Si on fait une rapide similitude avec François Ier par exemple ou Louis XIV, on a les mêmes symboles hein, d'un monarque qui détient le pouvoir exécutif avec la couronne et le sceptre, mais qui ne détient pas la main de justice par exemple, hein, ce qui est l'intérêt de cet habeas corpus. Mais tout d'abord, on va s'intéresser à ce document 2 avec l'accord secret entre Charles II et Louis XIV en 1670 qui va nous montrer certains éléments importants au niveau de la religion à cette époque-là. Je vous lis le document. Charles II, le seigneur roi de Grande-Bretagne, étant convaincu de la vérité de la religion catholique, est résolu d'en faire sa déclaration et de se réconcilier avec l'Église romaine aussitôt que le bien des affaires de son royaume le lui pourra permettre à tout sujet d'espérer qu'aucun de ces sujets ne manquera jamais à l'obéissance que tous les peuples doivent à leur souverain. Louis XIV, voulant en cette occasion donner au seigneur roi de la Grande-Bretagne des preuves indubitables de la sincérité de son amitié et contribuer au bon succès d'un dessein si utile au roi de la Grande-Bretagne et à toute la religion catholique, a promis et promet de lui donner la somme de 2 millions de livres tournois, monnaie française. Donc, article du traité secret de Douvres entre Louis XIV et Charles II en 1670. Petite question, et j'aimerais avoir une réponse, soit écrite dans le channel écrit, soit en vocal. Quelle est finalement la position de Charles II dans le domaine de la religion, d'après ce document? Je reformule ma question. Hein. Quelle est la religion voulue par Charles II en Angleterre? Alors j'attends la réponse de Lucie et je vais répondre. Effectivement, j'ai déjà une bonne réponse. Hein. Effectivement, Charles II, qu'est-ce qu'il veut? Il veut mettre en place le catholicisme en Angleterre puisqu'il veut se convertir au catholicisme. En Angleterre, quelle est la religion dominante? Est-ce que c'est le catholicisme? Ouais, c'est le protestantisme, et plus précisément ce que nous a dit Victoire, effectivement, c'est l'anglicanisme. Donc ça va poser ouais, effectivement, ça va poser un problème finalement dans un premier temps, et une opposition entre le Parlement et le roi. Et en même temps, d'après ce document, qu'est-ce qu'il va faire avec Louis XIV, le roi, Charles II? Quel est le lien entre Charles II et Louis XIV, d'après ce document? Alors oui, ils veulent imposer le catholicisme en Angleterre, et pour cela, ils vont avoir un accord secret, hein, ils vont être alliés, c'est ce qu'on voit ici. Hein. Louis XIV voulant à cette occasion donner au seigneur roi de la Grande-Bretagne des preuves indubitables de la sincérité de son amitié, donc ils sont amis, et contribuer au bon succès d'un dessein si utile au roi de Grande-Bretagne, donc de donner le catholicisme
euh, en Grande-Bretagne, eh bien, il va lui donner 2 millions de livres au tournoi s'il réussit à imposer le catholicisme en Angleterre. Et ça, on va le voir revoir aussi dans ce document 5, ce qui est le bill du test. Et ça, c'est très intéressant. Alors le bill, je vous l'avais mis en vocabulaire, c'est un terme anglais qui désigne donc la loi qui est votée par le Parlement. Donc le roi pouvait s'opposer en tant que veto, je vous le mettais ici, hein. Le roi a un droit de veto sur les lois, mais ce bill du test va être instauré pour les officiers du roi, mais aussi pour le roi en tant que tel. Je vais vous le lire, ce bill. Donc les officiers du roi, donc les fonctionnaires, doivent prêter le serment suivant. Ils lèvent euh, la main droite, hein, et il dit donc je professe, témoigne et déclare de tout mon cœur en présence du Dieu Tout-Puissant que je ne crois point en ma conscience que l'Église romaine soit la seule Église catholique et universelle du Christ, hors de laquelle il n'y ait point de salut, ou que le pape ait aucune juridiction ou suprématie sur l'Église catholique en général, ni sur moi en particulier, ou qu'ils appartiennent à l'Église romaine, seule de juger du sens de l'interprétation des Saintes Écritures, que je ne crois point que la Vierge Marie ou aucun autre saint doivent être élaborés ou servis, ni qu'on doive leur adresser des prières, je renonce et désavoue toutes les doctrines et propositions ci-dessus, comme fausses, erronées et contraires à la parole de Dieu et à sa religion. Je vais pas lire ce qui est écrit en dessous, mais d'après déjà ce document et ce serment, que doivent faire finalement les officiers du roi avant de rentrer dans le Parlement ou dans le gouvernement? Ils doivent renoncer à quoi? Bon là je vais répondre, comme ça je vais réussir à terminer le petit 1, mais globalement à partir de ce build du test, chaque officier et chaque roi d'Angleterre vont devoir prêter serment de ne plus être catholique et de ne pas croire en la religion catholique, puisque ils renoncent et désavouent à toutes les doctrines, donc croire à la Vierge Sainte Marie, croire à l'Église romaine, pour eux c'est interdit, et ils ne doivent plus donc croire au catholicisme, et doivent être forcément anglicans ou protestants. Mais c'est ce qui est écrit juste en dessous. Que va faire Charles II pour essayer de contourner ce bill? Eh ben, Charles II et aussi son frère et successeur Jacques II vont accorder à ses partisans et à ses officiers de nombreuses dispenses de serment, c'est-à-dire que certains officiers du roi ne vont pas passer le bill du test, donc de renoncer au catholicisme, et cela va mettre à mal les relations entre le Parlement et le roi, puisque les dispenses combattues par le Parlement ont contribué fortement à la révolution qu'on verra mercredi, la révolution de 1688, qui va renverser finalement Jacques II par la suite, et ce serment va être aboli en Angleterre en 1629. Pourquoi? Parce qu'en fait, la religion dominante, et vous me l'avez dit tout à l'heure, en Angleterre, eh bien, c'est l'anglicanisme. En 1680, l'anglicanisme en Angleterre, c'est 94,4% de la population. Ensuite, le catholicisme, ce n'est que 1% de la population. Et entre les deux, on a les puritains. Le puritanisme, alors je vous donne ce que c'est que le puritanisme. C'est un calvinisme qui est partisan du christianisme pur et austère, vraiment très très strict. Donc c'est un calvinisme, c'est un dogme éloigné du calvinisme. Bon, les puritains vont avoir un rôle plus ou moins important dans la prochaine révolution, mais ce qui est très important de retenir là, c'est les différences entre l'anglicanisme et le catholicisme, donc deux dogmes sensiblement différents. Donc je vais lire rapidement la trace écrite de cette partie. Alors lors du règne de Charles II, ce dernier va se montrer très favorable au catholicisme et va se heurter au Parlement composé majoritairement d'anglicans.
En 1672, le roi promulgue, à l'instar du Parlement, et de façon autocratique, une déclaration royale d'indulgence, suspendant les lois pénales contre les catholiques et les autorisant à célébrer leur culte en privé. Ce qui va vraiment être très hostile vis-à-vis du Parlement. Et l'hostilité face aux catholiques fut alors croissante dans l'ensemble du royaume, puisqu'en fait, vu qu'on a une majorité d'anglicans, eh ben les populations anglicans vont se déchaîner face aux catholiques, et le Parlement va répliquer en votant l'année suivante, en 1673, ce fameux Bill du Test, qui va interdire aux catholiques d'accéder aux fonctions publiques. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que Jacques II, fils de Charles II, va refuser de prêter serment du Bill du Test et va révéler sa catholicité, ce qui va marquer vraiment la grande révolution, la glorieuse révolution de 1689 que vous verrez et qu'on verra mercredi. Mais le petit 1 s'appelle l'opposition du roi face à l'habeas corpus. Qu'est-ce que c'est que cet habeas corpus? Cet habeas corpus, vous l'avez en document 6, page 197, et vous l'avez aussi en diapo numéro 18. Je vous lis le document. Le Parlement anglais adopte la loi de l'habeas corpus qui empêche les emprisonnements arbitraires. Sur présentation d'une ordonnance d'habeas corpus, les officiers du roi devront, dans les 3 jours, présenter le prisonnier devant le lord chancelier ou devant les juges, afin que les vraies causes de sa détention ou de son emprisonnement qui soient communiquées, après quoi, dans les 2 jours qui suivront la présentation de l'intéressé devant eux, le lord chancelier ou les juges délivreront le prisonnier après avoir pris son engagement assorti d'une caution. Cette caution servira de garantie pour assurer que le prisonnier ne rendra devant ses juges lorsque le tribunal siégera. Cependant, pour certains crimes, la loi empêche de bénéficier d'une liberté sous caution. Tout prisonnier peut demander une ordonnance d'habeas corpus et toute personne pourra demander un habeas corpus en faveur d'un prisonnier. Bien. Finalement, à partir de 1679 et cette fameuse loi, que va faire le Parlement? Eh ben, vu qu'ils n'ont plus confiance en Charles II avec sa catholicité et ses oppositions répétées face aux idées du Parlement, eh bien, en 1679, le Parlement va instaurer et voter la loi de l'habeas corpus, qui va remettre en question l'absolutisme du roi. Pourquoi? Puisque le texte va apporter une autre garantie majeure qui est la protection et la liberté personnelle de l'individu qui va être développée, puisque tout emprisonnement à partir de 1679, non justifié, donc tout emprisonnement arbitraire d'une personne, se trouve alors empêché, puisqu'il faut que le prisonnier passe devant une cour, donc devant des juges, devant le lord chancelier, sous les 3 jours, afin d'être jugé équitablement. Maintenant, le roi ne peut plus juger directement un prisonnier de façon arbitraire, ce qui permet donc de limiter l'autorité royale du roi à partir de 1679 et de mettre fin finalement à la politique absolutiste du roi dès cette date-là. Donc, ce qu'on peut voir dans ce grand 1, c'est que dès le règne de Charles II, eh bien, le Parlement va s'affirmer, notamment avec le Bill du Test, notamment avec l'habeas corpus, afin de limiter considérablement le pouvoir royal de Charles II, et enfin d'avoir vraiment une monarchie parlementaire en Angleterre. Et l'acte fondamental qu'on va avoir pour cette monarchie parlementaire, c'est cette idée de Bill of Rights en 1689, lors de cette glorieuse révolution, ou en anglais la Glorious Revolution, que l'on verra mercredi, si tout va bien, donc avec la première activité.